Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment le marché bouge. Qu'est-ce qui fait qu'un marché consolide, qu'est-ce qui fait qu'un marché monte et qu'est-ce qui fait qu'un marché descend. Et pour comprendre tout ça, on va s'intéresser à l'order book. Et pour démarrer, on va commencer par quelque chose de basique mais d'essentiel en trading, à savoir comment fonctionne une transaction. Quand vous avez un prix, eh bien, il y a toujours deux parties. Un, l'acheteur et l'autre, le vendeur. Et donc, aucune transaction ne peut avoir lieu sans que les acheteurs et les vendeurs, évidemment, se mettent d'accord sur un prix donné. C'est comme si vous voulez acheter des pommes et puis ces pommes coûtent beaucoup trop cher. Eh bien, si c'est trop cher pour vous, vous n'allez pas tout simplement les acheter. Et du coup, le vendeur ne pourra pas les vendre, en tout cas au prix auquel lui souhaite les vendre. Donc, il faut qu'il y ait effectivement dans toute transaction eh bien, un accord entre acheteur et vendeur. Maintenant, évidemment, il faut voir ça un petit peu comme un peu des enchères, hein. C'est-à-dire que si, comme j'ai expliqué, vous avez un prix de réserve et vous avez un objet que vous voulez vendre à 1000 euros, eh bien, si les acheteurs, eux, font des propositions, 200 euros, 300 euros, 650, 800 euros, eh bien, tant que votre prix de réserve n'ait pas été atteint, il n'y aura pas de transaction. C'est-à-dire que la contrepartie ne sera pas suffisante pour l'acheteur et donc, effectivement, l'échange, ne pourra simplement pas avoir lieu. Maintenant, donc comment ça se passe concrètement dans l'order book si on comprend cette simple méthode d'enchère? Alors, il faut savoir que ce marché-là, il y a ce qu'on appelle d'un côté de l'order book tout ce qui est le bid. Le bid, je vous l'ai mis ici, c'est le prix maximum que les acheteurs proposent. Donc, c'est uniquement ceux qui proposent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de transaction, mais ça veut dire que les acheteurs, eux, souhaitent acheter à un certain prix. Et puis le ask, c'est ce que vous avez à droite, eh bien, c'est le prix minimum que les vendeurs acceptent évidemment de vendre l'actif en question. Donc, sur la gauche, on appelle ça la demande. Donc, les acheteurs ont une demande, ils souhaitent acheter à un certain prix. Et de l'autre côté, vous avez évidemment la supply, c'est-à-dire que ces vendeurs souhaitent vendre à un certain niveau de prix donné. Donc, dans une demande ou dans une supply, eh bien, vous avez différents niveaux entre acheteurs et différents niveaux de prix avec des vendeurs qui souhaitent vendre évidemment sur ces différentes tranches. Et puis maintenant, donc je vous prends un exemple. Par exemple ici, vous, pour vendre 5 lots, il faut que de l'autre côté, il y ait un acheteur qui souhaite acheter ces 5 lots au prix demandé. C'est-à-dire que si vous voulez en vendre 5, de l'autre côté, c'est-à-dire sur la gauche, il doit y avoir quelqu'un. S'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'acheteur, la transaction au prix donné, j'insiste bien au prix donné, c'est-à-dire au prix de 1,16371, ne pourra simplement pas avoir lieu à ce prix-là. Donc maintenant, il faut aussi distinguer deux types d'ordres et ça, c'est important à comprendre en trading. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les ordres passifs. Donc les ordres passifs, c'est ce qu'on va appeler les ordres limites qui ne sont pas activés dans l'order book. C'est en gros, quand vous faites un ordre limite, c'est-à-dire que vous mettez un ordre qui n'a pas été activé parce que vous voulez par exemple acheter un prix qui est par exemple si le prix est ici et que vous voulez acheter un peu plus bas, ben, vous avez votre ordre, mais tant que le prix n'est pas venu à ce niveau de prix-là, eh bien, vous ne pourrez pas avoir votre achat d'effectuer. Donc, ce sont des ordres en attente. Okay, c'est pour ça qu'on parle d'ordres passifs, c'est qu'ils n'ont pas encore eu lieu. Et pareil, donc pour les ordres de vente, ce sont des ordres limites, mais ce sont des ordres en attente. Mais tout ça, ces ordres qui se mettent en attente, c'est effectivement, vous fournissez de la liquidité au marché. C'est-à-dire que le marché va ensuite décider soit de récupérer les ordres d'achat, soit d'aller chercher les ordres de vente. Et c'est pour ça que le marché, utilise ces liquidités-là pour effectivement monter ou descendre. Donc là, évidemment, quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi justement parfois on a des mouvements plus impulsifs, avec des fois des mouvements de consolidation et des mouvements effectivement qui sont peut-être un peu plus lents parce qu'il y a moins de liquidités disponibles dans certains niveaux de prix. Et puis de l'autre côté, à droite, vous avez les ordres actifs. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un ordre qui exécute immédiatement en allant chercher le meilleur prix disponible. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément le prix auquel vous souhaitiez effectivement acheter. Donc, ici, vous vous dites, voilà, moi, je vois 1.16 371, je veux rentrer là directement et j'espère que, eh bien, je pourrais être activé avec tous les lots que je vais acheter à ce niveau de prix donné. Maintenant, s'il y a la possibilité, parce que derrière, il y a la contrepartie vendeuse, vous pourrez effectivement acheter à ce prix-là. Mais s'il n'y a pas, on va voir que ça peut poser quelques petits soucis. Maintenant, donc je vous l'ai juste mis là, un marché liquide versus un marché illiquide. Le marché liquide, c'est celui où il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Les ordres s'exécutent rapidement. Il y a un faible écart entre le bid et l'ask, donc un spread qui est relativement faible. Et là, on a généralement, quand il y a beaucoup de liquidité, un prix qui est beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'il va moins varier de façon très importante
d'autant plus si quelqu'un arrive évidemment en ordre market, c'est-à-dire qu'en gros il veut acheter directement. Et puis le marché liquide, lui, c'est l'inverse. Peu d'acheteurs, peu de vendeurs, les ordres ils peuvent rester longtemps dans le carnet parce que effectivement le prix ne va jamais finalement les activer. Il y a un écart entre le bid et l'ask qui est très élevé. Et puis, on a souvent des prix qui sont très volatiles. Et ça arrive souvent, si vous prenez des marchés ou qui sont, par exemple, un actif qui est tout récent sur le marché, où il y a encore très peu de demandes ou de ventes sur ce type d'actifs en question, eh bien, vous verrez rapidement, et moi j'en ai déjà fait l'expérience, quand vous achetez typiquement un actif où il y a peu de liquidité, eh bien, vous pouvez parfois voir même vous-même une variation de prix malgré le fait que vous n'ayez pas mis forcément des sommes considérables. Mais parce que simplement, si vous rentrez en market, eh bien, il y aura effectivement une grosse variation de prix. Et c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Donc, dans le cas présent, vous voyez, on a l'order book. L'order book, c'est vraiment en gros ce qui nous dit qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché. C'est-à-dire qu'au moment où on voit le prix défiler, nous, on a plus d'informations, plus de détails concrètement au niveau des acheteurs et des vendeurs. Et dans cette bataille-là, eh bien, on va voir comment le prix peut évidemment varier et évoluer. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, le prix est à 1.16371 et puis à gauche, on a peu de liquidité. Ça veut dire que le prix peut être très volatile à ce niveau-là. Donc, on a peu de lot. Par contre, si on est plus bas, on voit qu'on a effectivement plus de personnes qui sont prêtes à acheter l'actif en question, mais à un prix plus bas, au prix de 1.16, 367, 366, 365. Et inversement, les vendeurs, eux, ils sont pas très intéressés au niveau à vendre ni au prix actuel, ni un peu plus haut, mais c'est quand même relativement plus haut, c'est-à-dire au prix de 375, 376, 377. Donc là, il y a un petit problème, c'est-à-dire que les acheteurs, eux, il y en a pas vraiment à ces zones-là, donc ils sont plutôt plus bas, d'accord, comme on l'a vu, à 122, 89, 240, il y a des lots plus importants. Et les vendeurs, c'est l'inverse. Donc là, il y a un problème, il y a un écart qui se crée. Et généralement, si moi, je souhaite acheter 300 lots immédiatement, derrière, donc si moi, je veux les acheter au prix de 1.16371, est-ce que je pourrais remplir tous mes ordres d'achat à ce prix-là? Vous voyez, si la contrepartie, c'est que 11, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que les gens qui sont prêts à me le vendre, donc qui ont mis des ordres en attente, des ordres limites, qui souhaitent vendre à un niveau de prix donné, on voit qu'il y en a peu à ce prix-là. Très peu à 373, ça commence à être un peu plus important à 374, 375, il y en a beaucoup plus. Donc si moi j'ai 300 lots, rapidement, il va y avoir ce qu'on appelle une prise de liquidité. C'est-à-dire que le prix va venir collecter les ordres au prix de 371, 372, 373 et ainsi de suite. Et donc, quand vous avez ça, vous voyez entre les deux, regardez comme la bougie, elle varie, ça c'est important, parce que ça c'est ce que vous voyez visuellement et en particulier, notamment quand vous êtes sur le marché du Forex, comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, vous avez typiquement une taille de bougie plus petite, ou pour le moment le prix est à ce niveau-là, et à un moment donné, quelqu'un rentre en market, et il y a effectivement une pression acheteuse forte, la bougie qui évolue rapidement, et généralement, il va y avoir justement pas mal d'imbalance, pas mal de déséquilibre, parce que le prix, pour satisfaire ma demande de 300 lots, eh bien, il a dû activer d'autres prix, aller chercher un prix plus haut, puisque les vendeurs, majoritairement, se situaient à des prix plus hauts. Et à ce moment-là, vous voyez, les ordres, mes 300 lots sont remplis, mais effectivement, je monte au prix de 1,16 375, alors que moi, je suis rentré à 1,16 371. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, quand vous avez ça, eh bien, je vous ai mis ici, le sigle représenté montre comment le marché fonctionne comme une enchère. Ici, vous avez l'offre et la demande, elles sont équilibrées. Donc, en gros, il y a des acheteurs, des vendeurs, ils se sont mis d'accord sur le prix donné. Et du coup, on dit souvent que le prix, il reflète bien la juste valeur. C'est ni trop haut, ni trop bas. Et ensuite, donc les acheteurs et vendeurs s'échangent sans mouvement brutal, c'est une zone de stabilité. Donc ça, généralement, on a ce qu'on appelle une consolidation. Quand vous avez une consolidation, on a un bon équilibre entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau de prix-là. C'est pour ça que ça bouge pas beaucoup. Donc on dit que le marché, souvent, il est efficient. Un marché efficient, un efficient market. Et à un moment donné, on a l'imbalance, un déséquilibre qui apparaît. Par exemple, si la demande est beaucoup plus grande que l'offre, alors les acheteurs sont plus agressifs et le prix, du coup, il va monter. Si l'offre à l'inverse est plus grande que la demande, les vendeurs dominent et le prix y baisse nécessairement. Et donc ça crée un déséquilibre. Ça crée un mouvement fort, une hausse ou une baisse rapide. Alors rassurez-vous, je vais vous l'illustrer après avec des schémas pour que ce soit très facile à comprendre. Mais là, c'est juste important de savoir comment ça fonctionne. Maintenant, quand le marché comme ça, il s'est déséquilibré, ce que lui va chercher à faire à un moment donné, eh bien, après le déséquilibre, il va chercher une nouvelle zone d'équilibre. À savoir, est-ce qu'à un moment donné, les acheteurs, oui, ont voulu acheter un certain prix, mais à un moment donné, ils vont plus vouloir acheter parce que ça va être trop cher. Et donc, il va y avoir à nouveau cet équilibre, souvent, entre
acheteurs et vendeurs pendant un certain temps. Parfois, ça peut durer quelques minutes, parfois, ça peut durer plusieurs heures, parfois même plusieurs jours. Ça dépend évidemment des mouvements du prix. Et on vous dit que c'est souvent là qu'on voit que le prix se stabilise donc, à un certain niveau. Et donc, une fois que le marché a trouvé cette nouvelle zone de balance, il redevient, on dit, efficient. C'est-à-dire qu'on revient à ce niveau-là. Donc, on a cherché à restabiliser entre acheteurs et vendeurs. Et après, on va devenir à nouveau stable. Nouvelle imbalance apparaît, nouvelle info, nouvelle news, un ordre important d'une institution, donc d'un gros acteur du marché. Et donc maintenant, comment est-ce que ça se représente ça visuellement? Parce que voilà, vous êtes sur des graphiques essentiellement pour la majorité d'entre vous, en particulier si vous tradez le Forex. L'important, c'est de comprendre à travers un visuel, quand même, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, ça devient intéressant. Et donc là, vous avez typiquement une zone entre acheteurs et vendeurs. Vous trouvez un équilibre. Ok. Les acheteurs et vendeurs s'accordent sur ce niveau plus ou moins là de prix. Puis à un moment donné, on voit des ordres agressifs d'acheteurs poussent le prix brutalement. Vers le haut. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un veut rentrer agressivement, puis derrière, à ce niveau-là de prix, il n'y a pas assez, en fait, d'ordre de vente, et donc ça fait pousser le prix volontairement plus violemment, et qui sont dus à ces déséquilibres-là. Donc, le marché trouve suffisamment de vendeurs pour absorber la demande, donc le marché, il trouve un nouvel équilibre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la demande est absorbée, ce qui fait que du coup, on a à un moment donné, sur le marché, ça peut arriver des vendeurs qui rentrent de façon agressive, qui propulsent le prix vers le bas. Il y a plus suffisamment d'achats qui trouvent ici un intérêt. Une zone d'intérêt va être celle-ci plus bas. On avait une forte impulsion acheteuse et ça va à nouveau être absorbé. Donc la vente ici, on le voit, avec cette grosse pression vendeuse, elle est absorbée par l'achat. Et même chose, on retrouve un petit point de consolidation. Donc le marché, en fait, il se déplace souvent comme ça. Consolidation, impulsion haussière, petite consolidation, par exemple ici retracement, reconsolidation, impulsion haussière et ainsi de suite. Et donc c'est ça où on comprend, d'accord, à travers l'order book, eh bien qu'est-ce qui fait qu'un prix consolide, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné le prix a beaucoup plus d'agressivité, a beaucoup de momentum dans ses ordres, dans ses impulsions haussières ou dans ses impulsions baissières. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous en tant que trader? Là, si par exemple on a vu qu'il y avait une impulsion haussière, après une consolidation, eh bien on peut chercher à faire quoi? Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura très certainement à un moment donné, parce que le prix à un moment donné a été déséquilibré. Donc on va revenir vers cette zone, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des ordres limites d'achat. C'est-à-dire qu'il y a de la liquidité qui va réarriver, des personnes, des acteurs qui vont se replacer sur les marchés, qui vont essayer de rentrer à ces différents niveaux, sans pour autant que la zone elle tienne, d'accord, ça faut bien le comprendre, mais c'est ce qui fait que, évidemment, à un moment donné, quand le prix il est absorbé, ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont intéressées à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on retrouve un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Donc maintenant, on va aller sur les graphiques et je vais vous représenter ça justement. Prenons un exemple avec ces zones, consolidation, impulsion, baissière, haussière, consolidation et ainsi de suite. Tu vas apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permette d'être rentable sur le long terme. Alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Wealth Masters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine. Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description. Voilà, on est sur les graphiques. Donc, j'ai pris le même code couleur que dans la présentation. Donc, comme vous pouvez le voir, on a concrètement ici une phase de consolidation. Le prix vient, donc je suis en 15 minutes, vient consolider ici. Donc, à ce moment-là, les acheteurs, on voit, on avait une forte impulsion acheteuse ici, ne passent pas au-dessus parce que la pression de vente, la vente absorbe l'achat. Donc c'est pour ça qu'on retrouve pendant un certain temps, on le voit ici, c'est de 14h45 jusqu'à à peu près 16h45, eh bien un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Ce prix-là est une bonne contrepartie, c'est un prix juste, c'est là où l'équilibre est donné. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs arrivent de façon plus agressive et créent effectivement voilà, cette pression ici de vente, ça crée un léger déséquilibre. Derrière, même chose, par contre, là, on est un peu absorbé, mais c'est très léger, on le voit, mais c'est très très léger. On a à nouveau une pression acheteuse qui revient. Et à un moment donné, eh bien, on consolide, on le voit ici, consolidation, 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 consolidation. Donc ça veut dire que là, finalement, il n'y a en tout cas pas quelqu'un qui est rentré de façon agressive. On a un peu des ordres d'achat et de vente de part et d'autre. Et puis, voilà, il n'y a pas en tout cas un gros volume d'achat ou de vente qui prend le dessus. Donc, on retrouve un certain équilibre. Et à un moment donné, on le voit ici d'ailleurs, session de Francfort à 8 heures, eh bien, on démarre avec plus d'impulsivité. Impulsion ici acheteuse. Donc, si je vais un tout petit peu zoomer pour que ce soit plus visible,
on crée effectivement cette pression-là. On a effectivement ici un déséquilibre, vous les voyez, hein, ça se voit assez facilement. Ici, pardon, on a de l'imbalance, donc entre là et là, hop. On en a aussi également ici, on peut le voir à partir de là, hop, hop. Et on vient créer cette impulsion acheteuse. Mais maintenant, cette impulsion acheteuse, elle se fait à nouveau absorber par effectivement la vente. Donc on revient à nouveau consolider. Là, on trouve à nouveau un équilibre durant toute la session de Londres. Et à partir de là, à New York, quelqu'un vient, en tout cas des ordres de vente massivement arrivent, et on crée cette très très forte impulsion baissière. Mais on arrive finalement à absorber ici une partie de la vente et on revient même contrebalancer avec beaucoup d'achats. Et même chose qu'on a pu voir tout à l'heure, à un moment donné, eh bien, le prix à ce niveau-là, donc dans cette tranche-là de prix, on trouve un équilibre où on vient à nouveau consolider. Et une fois qu'on consolide, même chose, ça intervient souvent, on le voit pareil, en début de session de Londres, le volume arrive, la pression acheteuse arrive, hein, on a effectivement ce petit déséquilibre qui se forme, nouvelle consolidation, okay, ici, consolidation, on trouve moins de disponibilité durant la session de New York, et ensuite, hop, on revient avec une forte impulsion baissière, petite consolidation, ici que je dois marquer aussi, hein, on le voit, assez visible, la vente se fait absorber par la demande, et ici, hop, alors il faut aussi que je le note, hein, hop, je vais noter ici. Hop, pression ici, acheteuse. On rebalance un petit peu. Même petite consolidation, mais vous voyez, il y a des écarts entre les consolidations. Parfois, ça peut être beaucoup plus long, comme ici. Parfois, c'est beaucoup plus court, comme ici. Peu importe. L'important, c'est de voir juste ces mouvements se faire absorber, comprendre ce qui se passe évidemment entre les transactions, c'est-à-dire entre contrepartie acheteuse et vendeuse. Pourquoi est-ce que on trouve un équilibre? Et à un moment donné, eh bien, on voit qu'on a des ordres massifs. Donc, c'est pour ça qu'on voit la différence entre ordre d'achat, ordre de vente, ordre market, ordre actif, ordre passif, hein, et qu'on a à nouveau grosse impulsion baissière. Même chose, la pression vendeuse est absorbée et on trouve un nouvel équilibre avec cette consolidation. Donc vous voyez, hein, ça ressemble un petit peu à ce serpent que j'ai présenté un petit peu tout à l'heure avec le schéma, hein, on vient consolider, ensuite impulsion, consolidation parfois, ensuite on revient avec une impulsion baissière, reconsolidation, on remonte, etc. Et généralement, après, évidemment, ça, il faut le comprendre avec la structure de marché. Donc, à quel moment notre structure baissière, haussière, et voir ces phases de consolidation et d'impulsion baissière ou haussière se produire. Mais au moins, ça permet de bien comprendre derrière, en fait, quelque chose de visuel, comme je vous l'ai présenté ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que l'important, c'est quand vous comprenez le sens de tout ça, vous êtes aussi capable de mieux interpréter les sessions, mieux interpréter ces mouvements de consolidation, et avoir aussi un esprit qui est aussi effectivement plus détaché, plus logique, plus rationnel par rapport à ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Et votre but, c'est évidemment toujours de ne pas prédire quel va être le futur mouvement, mais de réagir à ce que vous voyez et comprendre évidemment pourquoi ce genre de mouvement évidemment a lieu.